Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Un grand merci à Vincent et tous les gens de la Paris Book Fair d'avoir accueilli ce panel qui va porter donc sur les textes queer et les traductions queer. Surtout un grand merci à nos trois invités, Lance Vialet, Norbert Naigeon et Daniel Schrier, qui ont accepté de partager avec nous leurs expériences en tant qu'éditrices et traductrices de textes queer et autres. Après une brève introduction, je vais passer la parole à chacun et chacune. Lance Vialet va nous parler de sa double activité justement d'éditrice de la maison édition Lance Vialet et son travail de traductrice aussi de Cathy Acker, David Wojnarowicz, entre autres. Norbert Naigeon va revenir un peu sur son expérience de traduction toute récente de 2018 d'un livre de l'édition Lance Vialet qu'on a ici, Numbers de John Rashi. Et Daniel Schrier va nous parler de sa traduction terminée mais en cours d'édition des derniers écrits de Chantal Akerman, Ma mère. Voilà. Donc juste en guise d'introduction, pourquoi évoquer ensemble ces deux questions, les questions queer et les questions de traduction? En fait, j'aimerais partager en guise d'introduction un passage des journaux berlinois de Christopher Isherwood. Donc là, on remonte un peu plus loin en arrière. Ce passage vient des journaux berlinois d'Isherwood où le personnage principal, Isherwood en vrai, parle de son rapport à la langue allemande. Donc, quand Christopher donnait des leçons d'anglais, il essayait d'exprimer à ses élèves allemands un peu de sa propre mystique touchant à la langue allemande. A table ne signifie pas ein Tisch, il disait. Quand vous apprenez un mot nouveau, ne vous dites jamais « cela signifie ». C'est une approche absolument fausse. Dites-vous, là-bas, en Angleterre, ils ont un objet appelé « table ». Nous pouvons aller en Angleterre, le regarder et dire « ça, c'est notre Tisch ». Mais ce n'est pas vrai. La raison n'est que superficielle. Les deux choses sont essentiellement différentes, car elles ont été pensées différemment par deux nations de cultures différentes. Comment se faire comprendre à ces gens? Ils voulaient apprendre l'anglais pour des raisons de prestige social ou pour pouvoir lire Aldous Huxley dans le texte original, alors que lui-même avait appris l'allemand à seule fin de pouvoir parler à ses partenaires sexuels. Pour lui, la langue allemande tout entière, des pancartes pelues interdites au parc, à la strophe de Goethe sur le mur, était irradiée de la sexualité. Pour lui, la différence entre a table et ein Tisch était que a table, c'était a table dans la salle à manger chez sa mère. Et ein Tisch, c'était un Tisch à sa barre de garçon, le cozy corner. Donc sur un niveau conceptuel, se demander comment on traduit les récits queer permet non seulement de comprendre comment le désir circule entre différentes cultures et langues, comme l'indique le passage d'Isherwood, mais plus généralement de penser les divers allers-retours entre désir, sexualité, expérience corporelle, connaissance et langue. Sur un niveau plus affectif et plus intime, je pense que c'est un truisme que de dire que la littérature c'est une source d'inspiration, de force politique, de construction d'identité, de manière d'être. Et j'ose dire que la littérature en traduction occupe une place particulièrement importante dans les bibliothèques imaginaires des personnes queer. Des personnes qui, pour emprunter une expression à John Rashi, sont nées dans le camp adverse, c'est-à-dire queer dans une société hétérosexiste. L'altérité inhérente de la littérature en traduction, son étrangeté la rend particulièrement fascinante et riche en possibilités. Sur un plan plus concret, comme Laurence Venuti, chercheur en traduction, le remarque dans son livre The Scandals of Translation, si la traduction reste une activité marginale et marginalisée, c'est certainement en raison de sa capacité à remettre en cause des notions culturelles dominantes, des notions à travers lesquelles les formes de domination se perpétuent à travers la langue. Donc. Des notions comme l'originalité, la créativité, l'autorialité, la propriété intellectuelle, l'irréductibilité des différences entre cultures, nations, entre personnels, etc. En tant qu'artiste, écrivain, militant, chercheur et surtout en tant que lecteur, lectrice queer, je pense que ces notions sont susceptibles de nous intéresser. La discussion aujourd'hui va se borner aux échanges entre les langues anglaises et françaises. Il s'agit de deux cultures qui se sont mutuellement construites depuis très longtemps et je pense que cette fois on est l'évidence.
Mais je tiens à souligner que, bien sûr, si on visait d'autres horizons, les questions seraient très très différentes, notamment si on a manié des textes des situations postcoloniales, par exemple. Toutes les questions seraient posées d'une autre manière. Donc, juste pour dire qu'aujourd'hui, on vise ni la généralité, ni l'exhaustivité. Et un dernier point sur le titre de cette table ronde, qui est donc texte queer, traduction queer. Dans un sens, queer ici, c'est un raccourci. J'ai conscience de l'ironie d'avoir un mot anglais qui apparaît, non traduit dans la moitié du titre, dans 2 des 4 mots. Nous avons affaire effectivement aujourd'hui à des écrivains très divers. Certains, pour moi, comme John Gresham par exemple, relèvent plutôt d'une littérature gay. D'autres, Wojnarowicz, Acker, sont plus difficiles à placer. C'est d'autant plus le cas de Chantal Akerman et son texte autobiographique. Cela dit, ces textes et ces auteurs, ces autrices font tous bouger les lignes. Ils et elles déplacent les points, renversent les codes, tant par leurs thématiques qui vont du désir, sadomasochisme, amour, maladie, abus, prostitution, vieillissement, que par les formes expérimentales, rigides, déconstruites ou anarchiques qu'ils empruntent. Une écrivaine ou un texte queer n'appelle pas forcément une traduction queer, et trop souvent, par la passée, la traduction a eu tendance à placardiser des écrivains et des écrivaines, de les fouler en quelque sorte. C'est en effet un domaine où s'exerce une très forte pression normative, comme l'a souligné dans son intervention Paul Clinton tout à l'heure. Je pense que l'intérêt dès lors, c'est de reprendre des indices, des stratégies, des outils qui sont présents dans des textes pour bricoler nos approches queer à la traduction. Donc voilà pour l'introduction. Je vais passer maintenant la parole à Laurence Vialet. Donc Laurence Vialet est traductrice, éditrice et fondatrice des éditions Laurence Vialet qui sont présentes ici à la fois au fond de la salle sur un stand avec Mania Press avec un très très beau stock qu'il faut absolument aller voir parce que je pense qu'il y a des ouvrages plus ou moins introuvables aussi qui sont présents de son fonds personnel. On doit à Laurence Vialet les traductions d'une vingtaine de livres, me semble-t-il, dont ceux de Kathy Acker, David Wojnarowicz, Peter Sotos pour ses propres collections, pour ses propres maisons d'édition, ainsi que d'autres écrivains tels Bruce Manderson, Dave Eggers, Junot Diaz ou encore Poppy Bright pour Gallimard, Seuil, 10-18 et LBF Fond, pour ne citer que quelques-unes. En même temps, son travail d'éditrice nous permet de lire en français plus qu'une douzaine d'auteurs, dont Acker, Wojnarowicz, Rechi, Samuel Delany et Peter Sotos. Mais je pense que Laurence, vous saurez beaucoup mieux que moi nous présenter votre parcours d'éditrice qui vous a mené de fonder votre maison en 2010, si je ne me trompe pas. Oui, alors avant toute chose, je vous remercie pour cette invitation, ainsi que Vincent et pour ce plaisir d'être parmi vous. Oui, alors en fait, cette histoire éditoriale a été quelque peu agitée. J'ai lancé une collection qui s'appelait Désordre. Et ça a été effectivement assez désordonné. J'ai lancé cette collection à la Musardine en 99, où j'avais eu envie d'aller parce qu'il y avait Jean-Jacques Pauvert, pour lequel j'avais une très grande admiration, qui avait une collection qui s'appelait Les Lectures Amoureuses, et que par ailleurs Lydia Lionch y avait publié son Paradoxa quelque temps avant, et je me disais que dans le domaine de l'expression, de l'écriture du corps, il y avait peut-être des choses à faire qui ne s'inscriraient pas dans un érotisme à la papa. Et d'où la volonté de déjà semer, de considérer la littérature comme un outil de zizanie, la littérature ayant, à mon sens, vocation à semer le désordre partout là où l'ordre s'installe, une vocation profondément trublionnne. Donc cette collection a été lancée à la Musardine, elle est ensuite partie au Serpent à Plumes. Le Serpent à Plumes a été racheté par le groupe du Rocher, j'ai atterri dans le groupe du Rocher, j'ai créé une sorte de label indépendant qui s'appelait Désordre Laurence Vialet. J'y ai accolé mon nom parce que, faisant des textes parfois jugés problématiques, j'ai eu envie de les revendiquer avec fierté. Et là encore, en pensant au courage qu'avait pu avoir Pauvert quand il publiait ça dans les années 50, par exemple. Voilà. Et le Rocher a été racheté par une succession d'éditeurs catholiques plus ou moins proches de l'Opus Dei, qui se sont donc retrouvés les heureux propriétaires de mon fonds, qui se signaient quand ils me croisaient dans les couloirs, qui étaient catastrophés parce qu'au moment de ce rachat, un auteur japonais d'une très grande importance qui s'appelle Shozonuma venait d'obtenir le prix SAD et leur faire un bandeau sur un prix aussi infamant, ça a été toute une affaire. Bon.
après, donc je me suis dit, bon, je me suis fait confisquer mon fonds quand même par ces gens qui l'ont pilonné. Donc je me suis dit, il est sans doute temps, ça va être compliqué aussi, mais il est temps de créer une maison d'édition indépendante pour sécuriser ce catalogue au maximum et garder ma liberté éditoriale la plus intacte possible. Voilà, en quelques mots, ce parcours. Et effectivement, merci de nous avoir laissé ce stand où on les a tous regroupés, nos rescapés, quoi, nos rescapés et nos nouveautés sur la même table. Donc merci encore. Merci d'être venu sur cette histoire effectivement assez mouvementée dont j'ignorais le volet catholique. Totalement. Donc votre catalogue comporte des livres qui relèvent de beaucoup des registres traités différentes, de l'autofiction, la pornographie, la science-fiction. Est-ce que, à part ces catégories de désordre, est-ce qu'il y a des critères pour des livres dont tu y allais Ah non, c'est un étrange mouvement que d'être dans une... c'est mon objet, c'est mon goût, c'est ce que j'aimerais lire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intime qui, par ce mouvement un peu fou, devient extime, presque, on pourrait dire. Bon, voilà. C'est sûr que ça ne répond pas, on ne fait pas des produits manufacturés à la chaîne qui vont répondre à une demande. Donc voilà, alors comment, effectivement, il est question de liberté, de folie, d'invention de soi, de poésie, de sexualité, de corps. Je ne sais pas comment les définir. Et c'est souvent des auteurs aussi qui, paradoxalement, que je trouve beaucoup à l'étranger, en littérature en tout cas, exclusivement à l'étranger pour l'instant, et qui revendiquent tous un héritage littéraire européen, voire français. Peter Sotos a énormément cité Sade par exemple, j'ai publié Denise Cooper qui a été extrêmement influencée par Bataille, Cathy Hacker se réapproprie, Jeunet, Cuyota, et c'est vrai que moi c'est ma culture, c'est ça qui m'a forgé, qui a forgé mes goûts de lectrice, et donc je prolonge cette tradition littéraire-là en publiant ces écrivains-là, mais je les trouve pour l'instant ailleurs qu'en France, étonnamment. D'accord, donc en quelque sorte c'est une envie de faire un retour en fait de tout cet héritage qui a été digéré autrement dans des sphères, dans des pays très différents à la maison. D'accord, ok, très bien. Ma prochaine question, ça allait être sur la place très importante qu'occupe la littérature anglo-américaine, mais je pense que vous avez plus ou moins répondu à cette question. C'est ce point de vue assez singulier en fait que finalement des autrices et auteurs américaines arrivent à porter cet héritage de Sarah Bataille et des Ancanu aussi. C'était quelque chose qui m'a frappé à la lecture de certaines pièces de catalogue. Donc, et finalement, quel est... Il faut qu'on s'en éloigne un peu. Oui, et je voulais savoir en fait, comment est-ce que vous concevez votre place en fait dans le paysage éditorial français? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez? Est-ce que vous avez des maisons amies? Est-ce que vous concevez comme faisant partie en fait d'un mouvement plus large, d'une dynamique particulière? Est-ce que c'est quelque chose qui vous occupe ou est-ce que vous êtes vraiment sur... J'ai cité Jean-Jacques Pauvert, j'ai eu des modèles, Éric Losfeld, Jean-Jacques Pauvert, Christian Bourgois aussi. Je trouve que le travail que font par exemple Tristram aujourd'hui, je me sens proche de ce type de recherche, de création littéraire-là. Après, la place que j'occupe, c'est celle qu'ont laissé les autres. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand mérite à publier des auteurs aussi majeurs que ceux qui peuplent notre catalogue. Et je trouve que c'est plutôt les autres éditeurs qui ont été défaillants de ne pas le faire. Voilà, donc c'est dans ces failles-là que nous, on s'engouffre pour redresser toutes sortes de torts, nous aussi, quoi. C'est notre Don Quichotisme à nous, quoi. Oui, je vois, tout à fait. Ok, très bien. Et vous avez justement cette question des failles, des oubliés, des omises. Vous avez publié donc des écrivains qui ont été underground à un moment et qui sont devenus depuis célèbres, voire très très célèbres. Donc je pense à Hacker et à Wojnarowicz.
en particulier encore. Mais aussi, vous avez d'autres personnes dans votre catalogue, donc Sotos, Shozonuma ou Osvaldo Lamborghini, qui sont restés en fait très confidentiels finalement, je pense. Est-ce que, qu'est-ce que ça change en fait au processus d'édition et de traduction à l'occurrence que est-ce différent de travailler avec des gens qui ont un profil un peu plus bas? Est-ce que ça vous laisse une liberté autre? Comment est-ce qu'on fait avec les renommées, les réputations des grandes figures, entre guillemets, de Conacher, de Wojnarowicz? Est-ce que ça change quelque chose? Non, mais tout se vaut un peu, ça c'est le mérite d'être justement dans cette recherche littéraire radicale. C'est qu'il y a un nivellement par l'inconnu qui frappe à peu près tous les auteurs. Donc certes, la renommée de Cathy Hacker ou de David Wojnarowicz est immense aux États-Unis. Ici, c'est pas encore le cas. Ça commence à venir. Mais bon, ça fait déjà 15 ans qu'on essaye de la faire connaître. Shozonuma, dans son pays, c'est un auteur énorme, quoi. C'est vraiment, ça a même conquis la culture populaire. Il y a des clubs qui s'appellent Yapu, il y a des magazines qui s'appellent Yapu. Enfin voilà, et quant au concept de l'underground, moi je n'y crois pas. Enfin, disons que c'est pas. Ça se construit en creux contre le mainstream et contre le divertissement de masse. Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'avant-garde, l'underground, les choses qui restent effectivement confidentielles au départ, mais qui ensuite, on le sait, sont déjà devenues des classiques pour certains des textes du catalogue. Donc je pense que il n'y a pas une culture alternative à opposer à une autre culture, c'est la culture, ces textes-là. Et ils resteront dans le panthéon littéraire. Très bien. Et donc, avant-dernière question, avant qu'on parle un peu plus en détail de votre travail de traductrice, justement, qu'est-ce que ça vous apporte en fait d'avoir été à la fois traductrice et éditrice? Est-ce que vous concevez une articulation entre ces deux activités? Qu'est-ce que vous apporte lorsque vous faites un travail de traduction comme vous faites en ce moment? Est-ce que ça vous apporte quelque chose de pouvoir concevoir ces deux activités ensemble? D'être en quelque sorte votre propre éditrice, d'être votre propre lectrice, propre éditrice. Alors quand je traduis, c'est vrai que je ne me prive pas du plaisir de traduire certains auteurs à mon catalogue parce que j'ai beaucoup de considération pour eux et que c'est aussi une façon très totale de se mettre à leur service. Mais dans ce cas, je suis relue. Norbert endosse le rôle éditorial, Norbert Neigeon qui est donc associé et qui travaille avec moi depuis toujours sur ce projet éditorial, et Norbert me relit, corrige et on discute. On a besoin de dialoguer sur un texte, je ne peux pas être autosuffisante dans cette production-là. Je réponds à la question? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne travaille jamais seul, d'autant plus qu'on traduit quelqu'un d'autre. On est déjà deux. Ma dernière question en fait sur Laurence Vialet, éditrice, est-ce que vous avez des projets encore que vous souhaitez partager aujourd'hui? Je pense que votre prochaine sortie, vous avez une sortie prévue pour l'instant? Pas tout de suite. On a un peu besoin de se réinventer encore. On ne peut pas tout à fait en parler tout de suite, mais une nouvelle mue est en cours, donc les prochains projets auront lieu à partir de l'année prochaine. Voilà. Mais on continue notre politique d'auteur, on suit nos auteurs, on est fidèle à nos auteurs, et on continue notre politique de découverte aussi ou de... Ok, très bien. Merci beaucoup. Peut-être. Merci à vous. J'aimerais revenir un peu sur votre travail sur Cathy Hacker, mais pour vous donner une petite pause, peut-être que je vais passer directement à Norbert pour qu'il nous fasse partie de son expérience de traduction donc, de John Raschi, Numbers, qui est sorti en septembre, à la rentrée dernière, en octobre je crois, qui est un livret édité dans une première fois en 67, me semble-t-il, en anglais. Oui, 67 ou 66. Je n'ai plus exactement la date de l'original, on peut vérifier. L'original, on a une très belle édition ici avec la photo sur la couverture de John Raschi en tapin parfait, comme il aimait bien se présenter. Donc, vous pourrez
pourrez admirer un admirable poster de John Ritchie que vous verrez sur notre site. Pardon, je ne me permettrai plus de vous interrompre. Vous faites très bien de le dire parce que c'est une image excellente. Ritchie, c'est effectivement quelqu'un qui adore se mettre en scène et c'est une bonne œuvre d'autofiction qui nous offre avec Numbers. Un livre crûment gay selon un critique du Monde, donc je pense que c'est à peu près la meilleure critique qu'on peut espérer. Donc juste avant de parler de cette traduction, Norbert, est-ce que vous voudriez bien revenir un peu sur votre parcours de lecteur en fait et de traducteur aussi? Comment est-ce que vous êtes lancé dans la traduction voilà. De manière générale? De manière générale, oui. Assez naturellement, en fait, c'est à force de travailler avec Laurence, de relire ses traductions, assez naturellement, un jour, j'ai commencé à traduire Hog de Samuel Delany en 2005, je crois. Mais je ne suis pas traducteur professionnel, donc moi j'ai une certaine liberté, contrairement à d'autres personnes qui font que ça. Donc je traduis plutôt des choses qui me plaisent. Je pense que c'est ce côté amateur aussi qui rend le métier, qui fait que ce traducteur, c'est jamais un métier en fait, et c'est un plaisir sans doute de ce genre de travail. Donc parlant de Numbers justement, de quoi s'agit-il? Pourriez-vous nous présenter un peu ce récit Alors, si on veut un peu parler de l'histoire, c'est un prostitué qui rentre à Los Angeles quelques années après avoir quitté la ville et qui va faire une expérience. Enfin, il ne sait pas pourquoi il retourne à Los Angeles. Il sait qu'il va rester 10 jours. Et puis, il va commencer à avoir une recherche de séduction perpétuelle de tout ce qui bouge. Au début, je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes, il n'y a pas vraiment il ne se considère pas comme homosexuel. Et puis, petit à petit, il y a une espèce de jeu qui s'établit, un jeu qui est contre la mort, contre lui-même, contre son reflet dans la glace, puisque c'est quelqu'un d'extrêmement narcissique. Et il se retrouve dans une espèce de jeu où il va séduire le plus de mecs possible dans le moins de temps possible. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a interpellé plus personnellement dans ce livre chez John Ritchie, par exemple, c'est quelqu'un d'assez prolifique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traduire Numbers en particulier C'est juste de l'avoir lu, en fait. C'est une lecture c'est Laurence qui me l'a fait lire. Merci, Laurence. Et donc, on est emporté par la lecture et on se dit que c'est quelque chose qu'il faut donner au public français. C'est assez simple. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour s'approprier en fait d'un livre comme ça par exemple, de cette époque historique qui est des années 60, de cette ville singulière qui est Los Angeles, du langage de Ritchie, par exemple, dans un premier temps où vous avez dévoré toute son œuvre publiée, parce que, comme j'ai dit, il est assez prolifique. Alors, l'histoire de cette traduction c'est fait en plusieurs étapes. Il y a un premier jet qui a dû être fait en 2009-2010, je ne sais plus trop exactement, avec une certaine naïveté. Donc moi je connaissais un petit peu Ritchie, j'avais lu les traductions en français je crois, mais je ne connaissais pas bien l'œuvre. Et après, donc ça fait un premier passage, on va dire naïf, et ensuite j'ai lu plusieurs textes de Ritchie, en particulier City of Night, Cité de la Nuit, qui a été repris par Gallimard il y a quelques temps, et qui permet de se rendre compte à la fois de l'œuvre et de l'importance de Numbers dans l'œuvre de Ritchie, puisque donc, le premier texte de Ritchie, c'est Cité de la Nuit, qui est une espèce d'odyssée beat dans l'univers de la prostitution, dans le milieu gay, qui a été un succès phénoménal. Donc il avait, je sais pas, 24-25 ans quand il publie City of Night, et ça devient une espèce d'icône totale. Et puis quelques années après, il fait Numbers, qui est un texte beaucoup plus dans la rapidité. On retrouve quand même le lyrisme qui parcourt toute Cité de la Nuit. Ici, on l'a à quelques moments, mais un peu moins. On est vraiment plus dans la rapidité, dans une écriture de l'urgence. Et on se rend compte en même temps que
en fait, il est publié un an, Stonewall, donc un an avant La Fierté gay. Donc il y a vraiment un truc historique sur l'œuvre de Ricci rejoue un peu cette histoire où dans son premier roman, dans Cité de la nuit, il est très en retrait. Ici, il se découvre un peu plus, il se pose des questions de l'homosexualité, des affects versus la sexualité, vraiment sur le questionnement, et après il va revendiquer son homosexualité très concrètement dans les années 70. Bah, c'est très intéressant parce que j'ai fait exactement la même chose à la lecture de Numbers, que ça réjoue vraiment ce moment charné en fait entre on a encore tous les codes de l'homosexualité refoulés, non assumés socialement, le tapin pseudo-hétérosexuel, enfin les questions vraiment se posent pas presque. Et on sent aussi les premiers mouvements en fait de la free fall, de la fête dans un sens qui va être les années 70, les années post-Stonewall pour certains en tout cas, comme des jeunes et des beaux comme John Ricci. Donc je suis content que ça vous a frappé aussi, c'est très marquant et c'est vraiment fascinant de ce point de vue. Juste un peu plus sur la forme en fait, parce que effectivement on a Cité de la nuit qui est un énorme bruit, c'est un pavé qui doit faire 400 pages je pense, c'est une histoire qui est vraiment presque sans fin, on a l'impression. Alors que Numbers c'est court et c'est aussi en fait en termes de sa forme, c'est un livre presque expérimental, c'est une forme extrêmement ficelée qui est scandée par ses coups. En fait, peut-être c'est le moment d'expliquer ce double jeu dans le titre. Donc les Numbers, c'est non seulement en fait, c'est une espèce de jeu de mots du type dont Ricci est assez friand. Oui, alors Numbers, donc on a gardé le titre original puisqu'en français, c'était pas possible de trouver un équivalent, sachant que donc il y a beaucoup de noms dans le texte. Il compte les personnes qui lui sucent la bite. Il compte en fait énormément de choses. Il y a vraiment un rapport aux chiffres, à l'accumulation et au temps qui passe. Donc, chaque personne qui séduit, c'est aussi un rapport à la mort qui arrive. Et il y a alors Ricci est très très fort dans toute l'écriture du dérèglement des sens. Donc dans Cité de la nuit, il y a un chapitre qui est absolument magnifique sur le carnaval de la Nouvelle-Orléans. Et je pense, c'était la base de ces textes entiers en fait. Oui, c'était publié en fait séparément. Ça s'appelle Carnaval, je crois, le chapitre. Et ici, ici c'est plutôt crescendo, donc c'est la fin qui est du dérèglement des sens. Et il est très très fort dans ce type d'écriture. Toujours est-il donc Numbers. Un number, c'est un coup d'un soir, c'est un type, dans l'argot homosexuel de l'époque. Je ne sais pas si de nos jours on le dit encore, mais... non, pas trop, j'ai pas l'impression, mais c'est plutôt une question pour la salle peut-être. En tout cas, c'est entredit je crois la 3e page, il est un peu pédagogue quand même. Ricci, ils expliquent qu'on va avoir a very butch number. Et en fait, il y a toutes sortes de numbers finalement dans ce livre. D'ailleurs, il y a une chanson de Soft Cell qui s'appelle Numbers en hommage au livre. Donc on n'a pas pu conserver ce mot. Et on a essayé dans la traduction quand même de faire des compensations. Dans toute traduction, on a des pertes. Donc on essaye de compenser par d'autres jeux. En fait, Ricci, c'est quelqu'un aussi dans sa posture d'auteur, c'est quelqu'un qui assume totalement la perte, le vol, la trahison de la réalité, de ce qu'il cherche à démontrer. Il a écrit toujours qu'il avait l'impression de trahir les tapins, trahir les queens, les gens de la nuit, en fait, en écrivant ses expériences. Donc peut-être, s'il y a une leçon à tirer en traduisant John Ricci, c'est qu'il faut s'autoriser cette espèce de trahison. Il faut pleinement assumer ce fameux couplet de traditore. Je pense que c'est quelque chose qui nous incite, John Ricci. Un autre truc qui est très intéressant à la lecture du texte, c'est en termes de langage, en tout cas, à côté de cette espèce d'argot de l'époque, on a aussi Ricci qui invente toutes sortes de néologismes. Je pense notamment, on n'a jamais un jeune homme, on est des jeunes hommes. On a young men. Young man, on a sex hunt pour draguer. Est-ce que c'était difficile, ça a posé un défi particulier, ces néologismes, où on ne savait pas si on était... Alors oui, c'est la question de qu'est-ce qu'on s'autorise dans la langue cible, donc dans le français.
L'anglais arrive quand même plus facilement à faire ce genre de choses naturellement par sa syntaxe, de compacter deux noms ou même un verbe pour faire un nom. Mais personnellement, j'ai aucune difficulté à emprunter des caractéristiques d'une langue étrangère pour l'importer dans le français. Il faut que ça tienne. Et là, ça tient assez facilement, donc ça ne me pose pas du tout de problème de le faire. Et alors, c'est plutôt au lecteur de dire si ça fonctionne ou non. Oui, bien sûr. Une dernière question, donc, du coup, sur cette appropriation du texte. Vous l'avez dit vous-même que c'est un texte extrêmement narcissique qui est porté en fait par ces personnages qui se regardent dans chaque miroir qui passe, qui se voit reflété dans tous les regards des mecs qu'ils croisent et des femmes aussi. Est-ce que, côté affectif, est-ce que vous êtes retrouvé à devoir imiter, en fait, vous mettre dans la tête de ce personnage? À quel point est-ce qu'il y a une identification qui s'opère? Ou est-ce que ça se joue plutôt au niveau du langage? Je me donne vraiment des modalités plus affectives, en fait. Alors, je dois avouer que souvent, j'ai des phrases de Recci dans la tête, de Numbers. Par rapport au fait de compter, par rapport au fait de revenir, parce qu'il y a toute une partie nostalgique aussi. Il y a toute une partie nostalgique, donc de revenir dans certains endroits, des choses par rapport à l'absurdité de la vie. C'est un texte qui hante assez facilement. Oui. Surtout quand on l'a beaucoup lu, et quand on se rend compte à chaque nouvelle lecture, qu'il y a d'innombrables clés. Par exemple, le rapport entre le narrateur et le personnage, c'est un jeu qui est très intéressant. Le narrateur se fout de la gueule du personnage, alors que ce personnage, c'est un double de John Ritchie, donc il se fout de sa gueule en fait. Donc c'est assez drôle. Il y a un côté vraiment très drôle dans le livre dont on ne s'aperçoit pas forcément. Il y a des gens qui l'ont lu sans le voir. Moi, au début, je ne l'ai pas trop vu. Et il y a des gens, par contre, qui trouvent ça très drôle du début jusqu'à la fin. Tout en étant très anxiogène, le contexte, je pense que ça, on peut le qualifier comme ça, ça reste extrêmement drôle aussi, je trouve. Dans l'œuvre plus large de Recci, il y a quelque chose qui revient en fait assez souvent, que je trouve intéressant, c'est que Recci, c'est un écrivain gay qui se revendique en tant que tel, qui a fini par le faire en tout cas. C'est aussi un écrivain chicano, c'est-à-dire mexicain-américain. Cette identité un peu transfrontalière, c'est en quelque sorte sublimé dans Numbers par sa bisexualité. C'est toujours ce double jeu de pouvoir être des deux côtés, mais j'ai pas l'impression que c'est très présent, alors que dans les débuts de City of Night, cette identité est vraiment fondamentale, presque toutes les références catholiques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé à la lecture de Numbers ou d'autres textes? Oui, en effet. Ce qui est d'autant plus frappant, en fait, c'est qu'il est toujours un petit peu, là en cachette. Et c'est dans son histoire personnelle, quand il allait dans le lycée des riches, alors qu'il venait d'une famille très pauvre. Donc il est toujours pas au bon endroit. Il était mexicain en Amérique, il est homosexuel dans un pays qui le refuse. Donc il est toujours comme ça dans un espèce d'entre-deux. D'où, je pense, la difficulté aussi, le catholicisme, le côté mexicain, sa mère très pieuse, d'où la difficulté peut-être aussi à revendiquer l'homosexualité, chose qu'il va faire plus tard, mais qui met vraiment en question vraiment le personnage de Johnny Rio, le personnage de Numbers, se considère pas du tout comme homosexuel. Il se considère comme hétérosexuel. Après, il va quand même... il se pose toutes ces questions-là, mais au début, c'est vraiment... Donc il est toujours comme ça. Et en même temps, il n'est pas homophobe. Contrairement à certains, contrairement à... par exemple, il y a des culturistes, des mecs qui font de la musculation, qui sont bien gonflés, et en fait, qui sont très pédés, mais qui vont se moquer des gens efféminés, d'une folasse, et lui, il va aller vers cette personne pour pas qu'elle se sente rejetée. Donc il est toujours comme ça dans l'entre-deux. D'accord. Et donc j'ai une dernière question, parce que
Rechy, c'est un peu une exception dans les écrivains et écrivaines dont on va parler aujourd'hui. Il est encore vivant, il est encore en train d'écrire et publier. Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui parce qu'il oui, voilà, il est encore en vie en Californie, à Hollywood, me semble-t-il. Est-ce que vous avez voulu rentrer en contact avec lui aussi? Non, pas personnellement. C'est plutôt Laurence qui lui a écrit, qui lui envoie la presse. Il est très content. Très content. Il est très content d'avoir des photos de lui dans les magazines, des vieilles photos de quand il était jeune, bien musclé, luisant de sueur. Il est très content de tout ça. Il avait envoyé des photos. Allô ? Pardon. Il avait envoyé des photos de lui, effectivement, des années 60-70, et il me les envoie, il me dit « Voici mes photos de Johnny Rio ». Donc lui-même le revendique très très clairement, quoi. Et c'est vrai que Numbers il a une bibliographie assez vaste, mais ça reste un des livres les plus chers à son cœur, et de le voir, il a aujourd'hui 87 ans, John Ritchie, et voilà, il a été très heureux de recevoir ce livre de France, quoi. Donc nous aussi, parce que ça c'est un rêve d'éditeur de pouvoir procurer ce plaisir-là. J'imagine. En tout cas, c'est un livre vraiment exceptionnel, une superbe traduction, et je pense qu'à la fois pour cette question historique du passage d'une époque à une autre, et pour notre époque aujourd'hui, le cumulatif qui est présent quelque part est aussi très pertinent, donc j'invite tous d'être à ce stand le voir. Et juste un tout petit dernier mot, demain Renaud Bertin, aux alentours de 14h, va faire une lecture, un comédien génial, lira des extraits de Numbers pendant une vingtaine de minutes, donc ça livrera un accès au texte de premier ordre. Super, demain 14h. Alors, Daniela Scheer, merci beaucoup d'avoir patienté. Donc, Daniela Scheer est traductrice. Elle n'a pas de micro par contre. Peut-être celui-là. Ok. Elle est traductrice, donc elle a fini sa traduction de Mannery, le dernier livre de Chantal Akerman, pour lequel elle a gagné le prix PEN pour la traduction de l'année dernière, il faut le dire. Ça va être édité chez Silver Press, si je ne me trompe pas, plus tard cette année. Voilà. Elle existe déjà en français, bien sûr. En septembre, très bien. Et elle est aussi fondatrice et éditrice de la revue de cinéma féministe Another Gaze, qui est à sa 3e numéro maintenant, et qui a aussi un site très très bien fourni en ligne. Je l'ai vaguement fait, mais est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre parcours, votre projet de revue, comment ça vous a amené à travailler sur Chantal Akerman, et comment vous êtes arrivé à être sa traductrice en Angleterre? Oui, désolée si je... Ça marche pas? Est-ce que ça marche? Ouais. Désolée si je dis des bêtises en français, je vais changer. Oh my god, ouais, ok, non, ça marche. Oui, j'ai fondé Another Gaze il y a 3 ans. Et après ça, je me suis mise à lire un peu les textes des cinéastes femmes. Et j'ai toujours été grande fan de Chantal Akerman, donc j'ai découvert qu'il y avait ce livre, Ma Mairie, que je ne connaissais pas du tout et qui n'était pas connu, je crois, dans le monde anglophone. Et puis, après sa mort, je crois que sa réputation a grandi un peu, c'est triste. Et après la mort de Wader aussi, Agnes Wader, je pense à la façon dont les femmes sont peut-être, les femmes cinéastes sont moins reconnues dans leur vie qu'après. Et donc je crois que ça commence à changer, mais vraiment, Chantal Akerman, je croyais que c'était le premier des femmes cinéastes à mourir, qui était reconnue juste après, avec plein de rétrospectives et tout ça. Et c'est horrible parce qu'elle s'est suicidée en fait, parce qu'elle était déprimée et on ne sait pas encore, on ne sait jamais pourquoi c'est, mais peut-être si elle avait été un peu plus reconnue, on ne peut pas non, on peut pas trop spéculer, alors que c'est une question qui revient. Ça aurait été un peu plus sympa d'avoir reconnu Akerman dans sa vie. Et puis donc,
je l'ai lu, je l'ai adoré, j'ai proposé à Silver Press à Londres, qui est un éditeur féministe qui a fait les livres de Audre Lorde, Leonora Carrington et Nettle Dunn, s'ils voulaient bien le publier avec ma traduction. Et ils étaient un peu confus sur qui était Chantal Akerman. J'ai dû le convaincre qu'elle était super et oui, voilà. Il faut dire que dans le monde anglophone, sa reconnaissance est très faible en fait, notamment par rapport aux sphères anglophones, mais c'est quelqu'un que la traduction pour ainsi dire n'a pas vraiment fonctionné au cours de sa vie, c'est quelque chose qu'elle remarque. Non, je veux juste dire qu'il y avait un décalage, elle a écrit en 2013 et il y avait un décalage à cause d'un procès autour du livre, donc c'est pour ça que ça a pris du temps à être édité, enfin être traduit. Oui, voilà. Il y a un fameux cas judiciaire qui a un peu entravé la sortie du livre. Donc en fait, parlons plus précisément de la livre dont il est question, donc Ma mère rit. Pour vous, de quoi il s'agit-il? Enfin, vous pouvez nous raconter un peu, je sais que le récit se résume pas facilement, ni le style, on peut dire la même chose pour les films d'Akerman. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu quand même de ce que c'est que ce livre? Oui, c'est un livre très labyrinthique, vous dites ça? C'est comme un labyrinthe. Enfin, Moi, je dirais ça. Il y a des propos croisés sur la mère de Akerman, avec qui elle était très proche. Juste pour dire, je ne sais pas qu'est-ce que vous savez sur l'autobiographie de Akerman, mais la biographie plutôt. Mais elle était belge, juive, lesbienne, et sa mère, c'était une femme de la deuxième génération, c'est-à-dire que sa mère était dans les camps et elle s'est sortie, mais elle a perdu plusieurs de ses parents, de son grand-père et tout. Donc le texte, c'est sur la fin de la vie de la mère de Chantal Akerman. Elle est malade, c'est écrit dans le présent et dans l'imparfait, je crois, peut-être dans le passé, je m'en souviens plus. Ouais, sa mère vient d'être opérée, on a sauvé la vie de sa mère, qui était miraculeuse parce qu'elle souffre beaucoup. Et en même temps, elle vient de rompre avec son ex, une femme qui était assez abusive avec elle. C'est qu'elle présente. Mais l'enjeu du texte, c'est vraiment cette idée de parler vrai. C'est ça qui lie un peu l'histoire de la mère et l'histoire de amoureux. Échoué. Oui. Parce que la mère d'Akerman, la raison pour laquelle ça s'appelle Ma mère rit, je crois, c'est parce que la mère n'a jamais parlé à Akerman sur la Shoah, sur le temps qu'elle a passé dans le camp. Elle a juste dit des choses bêtes. C'est drôle, il y a une petite ligne qui dit I translated it as she only told me the highlights. Elle a dit les bons trucs sur l'écran, mais pas le côté traumatique. Mais donc la mère, elle a toujours ri pendant son enfance, mais elle n'a rien dit de vrai, quoi. Et en même temps, son ex lui dit tout le temps parle vrai, parce que Akerman a du mal à parler vrai. Oui. Et justement, c'est pour parler de cette question en fait, du parler vrai et pour cette question de vérité, comment est-ce que vous situerez ce livre en fait dans l'œuvre plus large d'Akerman? Est-ce que le projet d'écriture rejoint ces films, ou est-ce que justement le passage à l'écriture, au texte, au livre lui permettre de faire toute autre chose? En termes d'autobiographie, on ne sait jamais. Il y a toujours des moments. Autour de la théorie autobiographie autobiographique, un peu, c'est connu que dès qu'on met jeu sur la page, c'est trompeux. Ouais. Donc, mais en fait, Akerman, elle parle beaucoup de ça dans le livre à cause de ce vrai parler. Et aussi dans ses films, parfois elle a joué
Par exemple, dans Je te Hillel, elle y apparaît, mais elle n'est pas elle. Enfin, c'est un caractère, enfin, c'est un personnage. Donc, je crois que c'est cet jeu un peu entre deux. C'est le truc d'Ackerman. Elle parle, en fait, elle dit que les sentiments, enfin, autobiographiques, oui, non, tu l'es, rien ne l'est. Les sentiments sont doutes, les faits, toujours un peu inventés par les sentiments, pas vraiment. Donc les sentiments sont forcément vrais parce qu'à la fois, c'est qu'elle pensait, mais pour le côté biographique, je sais pas, et je crois que c'est ce que Ackerman veut savoir aussi. Oui, ça reste un projet inachevé. En fait, c'est pardon. Non, mais je voulais juste dire, enfin, je me rappelle qu'il y avait un moment elle a rencontré son ex sur Facebook. Et je me souviens qu'il y a un moment dans le texte, quand elle va sur Facebook, trouver le message pour voir si son souvenir était correct sur le récit avec son ex. Et là, elle dit mais Facebook m'a fait un sale coup. Elle dit message supprimé, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment son enjeu à elle de savoir ce qui est vrai et ce qu'elle a inventé. Oui, elle dit dans un entretien que l'écriture ça permet de savoir ce qui s'est passé, mais c'est peut-être quand même un projet un peu utopique finalement. Donc juste une dernière question sur les défis de la traduction au niveau stylistique. C'est quand même un langage bien particulier qu'on a dans ce livre. D'une simplicité un peu trompeuse finalement. Le style ? Oui. Et comment est-ce que vous l'avez abordé en tant que traductrice ? Je pense notamment à tous ces glissements entre des voix différentes. Entre la mère et le... Oui, par exemple. Est-ce que, comment est-ce qu'on préserve cette ambiguïté ou est-ce que, en tant que traductrice ? L'ambiguïté entre les voix ? Oui. Oui, c'est difficile parce qu'il y a des longs monologues, par exemple, par la mère d'Ackerman, qui m'ont rappelé ma grand-mère juive. Donc c'était vraiment comme ça que je les ai traduits et elle dit des choses sur la nourriture tout le temps. Et puis il y a la sœur qui apparaît, qui lui dit qu'il faut qu'elle s'occupe mieux d'elle parce que Chantal Ackerman était très malade, elle avait bipolar, comment ça s'appelle ? Elle était bipolaire. Donc là, sa mère s'inquiète toujours pour elle. Et aussi le voix de l'amant, de l'ex. Mais ça, c'est toujours marqué. Avec la mère et la sœur, il n'y a souvent pas de maladie. C'est juste intégré dans le texte. Et c'est c'était souvent assez confus parce que il y a des moments où les maladies de choses d'enfiler, et puis on se rend pas compte qu'il parle, mais je crois que la voix de la mère est très forte pour elle aussi, donc elle s'est mise à internaliser un peu la voix de sa mère, donc ça c'est un côté intéressant aussi du livre. Mais en fait le style c'est très populaire, Ackerman n'était pas bien éduquée et ça m'intéresse beaucoup parce qu'elle dit une anecdote dans un autre livre, Chantal Ackerman par Chantal Ackerman, où elle a rédigé quelque chose, elle a fait une rédaction pour l'école et on a mis style populaire, 1000 points. Et donc je crois que c'est style populaire et d'ailleurs le texte n'a été pas édité. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait elle dit qu'éditer c'est... Il y a beaucoup de problèmes avec le texte, les syntaxes et tout ça. Et là, je crois qu'elle a refusé d'être la correction. Donc là, c'est difficile de savoir si on doit corriger. l'éditer en même temps que traduire. Je vois. Donc, Ok. Merci beaucoup. Juste pour clore la discussion, et ensuite on aura quelques questions de la salle, je trouve que c'est dommage de ne pas parler à Laurence Vialet de son expérience de traduction de quelqu'un qui, je pense, pose beaucoup de questions assez singulières de traduction, c'est Cathy Hacker. Cathy Hacker qui fait énormément d'appropriation, d'empreintes, de plagiat, de réécriture en fait, dans ses propres textes et qui, je pense, fournit à la fois autant d'utiles que de pièges
aux traductrices, aux traducteurs. Donc en fait, je lui demandais en fait, comment vous avez géré cette espèce de chassé-croisé que nous impose Cathy Hacker. Comment est-ce qu'on continue l'appropriation en tant que traducteur, traductrice, le plagiat, est-ce qu'on les tende même, comment décide-t-on quelle stratégie adopter à quel moment, par exemple dans Don Quichotte, qui consiste en grande partie des réécritures d'autres livres? Oui, parce que Cathy Hacker est considérée comme une pirate des lettres, une plagiaire somptueuse, puisqu'elle estimait que tout avait été écrit à la fin du XXe siècle et donc le concept d'originalité était totalement caduque. Et elle avait une vision de l'écriture proche de la lecture, c'est-à-dire une écriture cannibale qui dévore son panthéon, qui se réapproprie, qui pastiche, qui parodie, qui cite parfois verbatim, et le tout traversé quand même par une voie narrative unifiante très singulière qui est celle de Cathy Hacker. Donc c'est vrai que quand on est traductrice, il est impossible pour moi d'évacuer l'intertextualité de Cathy Hacker, ça serait une erreur conceptuelle majeure, puisque justement c'est son concept de base à elle. Donc dès lors, on se retrouve un peu dans une position d'enquêtrice. Donc j'ai cherché, je déplore chaque jour la mort de Cathy Hacker, mais là je l'ai déploré plus encore, car elle m'aurait été d'un grand secours dans ce travail de sourçage, de découverte des sources. Donc j'ai été techniquement obligée de pister les références pour voir, quand il s'agissait, par exemple, elle joue beaucoup avec Sade. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment fait-on Alors j'ai essayé de trouver la traduction qu'elle avait utilisée de Sade pour voir dans quelle mesure elle malmenait son texte source à elle. Selon les moments où elle était complètement fidèle à cette traduction, je devenais complètement fidèle à Sade. Tout ça pour dire que l'esprit, dans ce mouvement de traduction-là, a compté plus que la lettre pour moi. J'ai tenté de restituer le travail de Cathy Hacker de cette manière-là, et qui est bien entendu voué à l'échec, puisqu'il est impossible que c'est Don Quichotesque aussi en soi. Forcément, beaucoup de choses auront été ratées, mais je me suis quand même attachée à... J'y ai passé beaucoup de temps, et j'y ai pris beaucoup de plaisir aussi. Je pense que c'est ce qui est particulièrement intéressant chez Cathy Hacker, c'est justement ce rapprochement qui est fait entre écriture, lecture et traduction. Et je pense que c'est ça qu'elle nous enseigne aussi en quelque sorte, qu'on n'effectue pas une traduction, on l'écrit. Et cette notion de s'évacue directement l'originalité. C'est un livre qui commence avec un avortement aussi, donc de suite cette notion, tout le lexique, toutes les métaphores de création, de procréation, de la génétique des textes, etc. sont mal maniées dès le début. Et je pense que Hacker, c'est quelqu'un qui lui fournit des outils formidables dont vous avez après certains. Donc merci beaucoup à tous les trois intervenants. Je vais passer la parole à la salle, si les micros me le permettent. Peut-être qu'on a été très très complet dans nos interventions. Donc du coup, juste une dernière question bonus, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Vous avez aussi traduit énormément David Wojnarowicz. J'imagine, surtout sur le plan affectif, en fait, ça va être une expérience singulière, assez éprouvante finalement. J'ai beaucoup de questions, notamment qu'est-ce qu'on fait avec un écrivain comme ça, avec ses archives par exemple. C'est quelqu'un qui a produit énormément de textes, qui a laissé beaucoup de traces. Jusqu'à où est-ce qu'on va dans la recherche de sources, d'intertextes, avec quelqu'un comme Wojnarowicz? Oui, j'avais eu la chance d'aller à New York et de voir ses archives, effectivement, ses carnets, où il notait tout à la fois ses rêves, ses dessins, ses brouillons, parce que c'était un plasticien, un peintre, un sculpteur. Donc ces brouillons pour son travail plastique ultérieur, et des extraits de textes. Voilà. Donc c'était bien entendu extrêmement émouvant, bouleversant, et c'est aussi un rêve d'éditrice. Moi j'adorerais faire ma propre sélection, effectivement, mais bon, la vie matérielle s'y oppose pour l'instant, mais c'est vrai que ça serait quelque chose que j'adorerais faire.
Et dernière question. Oui. Je pense que je vais vous livrer le micro moi-même. On fait tout. Oui, j'avais juste une petite question sur... parce qu'on parle de traduction queer, mais à savoir aussi qu'est-ce que ça implique pour vous de traduire de manière queer, c'est-à-dire textuellement, qu'est-ce que ça donne comme résultat, qu'est-ce que vous sentez, comment vous vous opposez en fait à la traduction universitaire faite par des gens dits de métier ou professionnels qui seraient finalement peut-être incapables de traduire des textes queer et qui manqueraient la plupart des choses que vous mettez en place dans ce travail de traduction. Concernant Cathy Hacker, alors là aussi il y a le problème du français parce que l'anglais permet quand même d'être plus queer que le français dans la mesure où les adjectifs ne sont pas accordés par exemple. Donc comme elle joue beaucoup avec l'identité sexuelle qui est en totale mutation constamment, elle passe d'un genre à un autre, c'est ça aussi, c'est dans ce sens-là que sa langue est performative. Et moi j'étais bien embêtée parce que malheureusement, puisqu'on ne fait pas nos livres en écriture inclusive pour l'instant, j'étais bien obligée d'accorder mes adjectifs et c'était aussi pour ça que j'étais bien obligée de sourcer pour savoir qui parlait et donc j'ai été normative, moi, bien plus que Cathy Hacker ne l'a été puisque le français m'y a obligée et ça j'en étais fort dépitée. Elle joue même avec les espèces puisque mettant en scène, elle cite autre chose de Cervantes, elle cite une nouvelle qui s'appelle Le dialogue des chiens. Et les personnages deviennent des hits. En anglais, c'est très discret, donc on comprend que ce sont des chiens. Je ne voulais pas être trop explicite en disant le chien fait ci, le chien fait ça. Le hit, ben, ça ne marche pas non plus pour nous. Donc j'ai créé des petits accidents dans le texte français, il se serre la patte tout d'un coup. Donc là, j'ai surtraduit, mais pour là aussi rendre l'intention. Voilà, exemple. Merci beaucoup pour cette réponse. D'autres questions, des dernières questions? Oui. Bonsoir, merci. J'avais une question un peu bête peut-être, mais je voulais demander aux traducteurs de l'anglais vers le français et aux traducteurs du français vers l'anglais quel livre de leur langue maternelle ils trouveraient intéressant d'être traduit dans l'autre langue en fait. Donc des conseils de lecture en français des francophones et des conseils de lecture en anglais de Dany. Des livres que vous conseillez qui n'ont jamais été traduits, ça qui n'ont jamais été traduits. En anglais, en français, oui. Pour moi, je crois que, vu mon intérêt sur le cinéma, il y a plein de livres, par exemple, qui a été édité par le Centre Pompidou, qui sont je crois que c'est une série sur non. Par exemple, Chantal Akerman, pas Chantal Akerman. Et il y en a sur Vada aussi. Ils sont super, il y en a plein de photos, il y a plein de photos et c'est une commentaire sur les photos, sur la vie, sur les films et c'est super. C'est juste, je crois que c'est une question de trouver un éditeur qui va, parce que ça coûte cher acheter tous les droits pour les photos et tout ça. Et aussi, pensant à autre chose, je crois que quelqu'un qui était très prolifique, on me disait, était Duras, et j'adore Duras, j'ai toujours aimé Duras. Et je crois que ça vaudrait le coup de traduire encore de ces textes, mais je crois que les traductions de Duras sont souvent un peu, à cause de sa simplicité, donc vas-y. Et je pense pas que ça soit très random en Angleterre, en fait. Comme Ackerman, c'est quelqu'un qui n'a pas de profil, en fait, étonnamment, parce qu'il y a des choses difficiles à saisir. Ouais, il faut créer un profil pour la personne avant de... Oui, exact. Ouais. Bon, merci. Moi, je peux rien dire, on a des clauses de confidentialité, on peut pas trop dévoiler
Non, mais on peut souligner par exemple le travail d'une maison comme Semiotext qui publie des auteurs. Moi je trouvais que Tony Duvert n'était pas suffisamment traduit en anglais, ils le font. Ils ont même traduit le tout récent Ici commence la nuit d'Alain Guéraudy, et je trouve toutes ces... Guyotat, je pense, n'est pas suffisamment traduit en anglais, mais il y a beaucoup de choses qui seraient... Mais c'est vrai qu'on est tous, et les uns et les autres, dans des économies plus que contraintes, et que de la littérature traduite, c'est normalement des coûts de traduction. Ce qui rajoute de la difficulté à la difficulté, quoi. Bon, ben merci beaucoup. Ah, ok. À propos de cette question, oh là là, je me mets par là. Par exemple, il y a, je pense, des textes écrits en anglais dont je pense qu'une entreprise de traduction serait vraiment intéressante. Ce seraient les textes dont on parlait hier, qui sont les textes publiés par Boyd McDonnell dans Straight to Hell, qui sont des recueils de récits d'aventures sexuelles écrites par des hommes. Et alors, entreprise littéraire fascinante parce que William E. Jones récemment a fait un livre sur Boyd McDonnell dans lequel il présente le travail de Boyd McDonnell comme un travail littéraire, et donc Boyd McDonnell comme un écrivain qui n'aurait jamais fait qu'éditer des textes, et ces récits sont des récits que des hommes lui envoient racontant leurs aventures sexuelles. C'est extrêmement cru, et avec, je pense, beaucoup de problèmes de traduction qui seraient vraiment fascinants à gérer, puisque par exemple, là, ça avait été édité en volume, il y a un volume que j'ai qui s'appelle Mythe, et ce serait impossible de publier un texte qui s'appellerait Viande, parce que ça n'aurait absolument pas les connotations sexuelles que l'on trouve chez lui. Et voilà, je pense par exemple ça, ce serait quelque chose d'intéressant, mais vraiment plutôt comme un laboratoire, on dirait. Je connais Boyd McDonnell, j'adore bien entendu, j'adore Straight to Hell, j'en ai quelques exemplaires bien sûr, je suis tout à fait d'accord, ça serait un travail à faire. Quant à Mythe, ça m'a fait rire, je l'ai vu récemment moi à la bouche, je me suis dit bah tiens en français ça fait Méa, ça marche. Une traduction réussie. Parfait, merci. Bah, je pense que c'est cette traduction réussie. Merci beaucoup tous les trois, on va terminer. Merci.